Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien ainsi que vos familles. Bienvenue sur Djelia, l'émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours, à travers des intervenants tels que des djelis, des historiens, des écrivains. Je m'appelle Askia, je suis né en France et afrodescendant car originaire de l'Empire du Mali. Si comme moi vous méconnaissez votre histoire et vos origines et vous voulez savoir ce qu'il faut transmettre à vos enfants et aux générations futures, installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Djelia, 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 Djelia. Vous êtes toujours sur Djelia, notre héritage, notre histoire. Dans ce nouveau podcast, nous allons aborder un thème central dans l'histoire de l'Afrique, le panafricanisme. Pour plonger dans ce thème central, nous allons nous appuyer sur un ouvrage référence, Africa Unite, écrit par Hamza Boukari Yabara, l'historien, que l'on ne présente plus dans la communauté afro-descendante. L'écrivain aborde ce thème qui représente une force vivante, un pont entre les racines de l'Afrique et l'espoir d'un futur uni. Dans cet épisode, plongeons ensemble dans Africa Unite pour comprendre comment ce mouvement continue d'inspirer et de bâtir un avenir de solidarité pour l'Afrique et sa diaspora. Le panafricanisme est bien plus qu'un concept. C'est un appel profond et vital pour tous ceux qui se sentent liés de près ou de loin au continent africain. Nous allons entamer ce voyage ensemble en revenant aux questions essentielles. Qu'est-ce que le panafricanisme a-t-il apporté à l'Afrique et en quoi ce fondement reste-t-il un moyen d'unir l'ensemble du continent? Ces questions n'ont pas émergé par hasard, mais dans le contexte de l'esclavage et de la colonisation qui ont déchiré des millions de familles africaines, créant une diaspora dispersée dans le monde entier. Le panafricanisme est né du besoin urgent de recoudre ces fils brisés, de trouver dans le passé et les expériences partagées la force de se relever. Dans la diaspora au XVIIIe siècle, c'est un mouvement intellectuel et culturel destiné à libérer et unir les descendants d'Afrique, qu'ils soient sur le continent ou en Amérique, en Europe ou ailleurs. Ces racines puisent dans une quête de dignité, de reconnaissance et de résilience. Ce que ce mouvement offre à chacun d'entre nous, c'est l'opportunité de redécouvrir notre histoire, de comprendre ce que signifie être africain et d'explorer comment notre passé peut nourrir notre présent. C'est aussi un appel à l'action, une invitation à restaurer une identité collective tout en imaginant un avenir solidaire pour les générations à venir. Cette force et cette mission que nous allons explorer est un moyen de réappropriation et de découverte. Chapitre 1. Racines historiques du panafricanisme. Les premières pierres du panafricanisme ont été posées dans un contexte de lutte et de rébellion contre l'oppression. L'une des premières étincelles fut la révolution haïtienne de 1791, menée par des esclaves qui avaient choisi de se libérer des chaînes de la servitude. Ce fut la première révolte victorieuse des peuples noirs contre l'esclavage. Et elle a inspiré de nombreux leaders de la diaspora à travers le monde. L'esprit de résistance d'Haïti symbolisait l'espoir et la preuve que la liberté pouvait être conquise. En parallèle, des intellectuels afro-américains et caribéens ont commencé à créer des espaces d'éducation et de réflexion pour préserver et promouvoir les valeurs africaines. Dans les années 1800, les premières universités noires ont vu le jour comme Fisk et Howard, où des disciplines telles que l'histoire, la théologie, la médecine étaient orientées pour inclure la perspective afro-américaine. Ce fut un tournant majeur. La communauté noire n'était plus seulement spectatrice de son propre récit, mais aussi créatrice. À la fin du XIXe siècle, la création de l'American Negro Academy, fondée à Washington DC en 1897, elle a été la première organisation aux États-Unis à soutenir des études universitaires afro-américaines. Par des figures comme Alexander Crummell, un Américain universitaire prêtre et militant de droits civiques en faveur des Afro-Américains et également panafricaniste.
Il a ouvert une voie pour les intellectuels noirs qui voulaient affirmer leurs racines africaines et leur contribution au monde. Ce fut dans ces académies que des hommes comme William Edward Burghardt Du Bois, dont on va parler dans le prochain chapitre, ont reçu leur première formation. Inspiré par l'héritage africain, Du Bois s'est donné pour mission de défendre une histoire commune, une dignité partagée. Il savait qu'en revendiquant leurs origines africaines, les Afro-Américains pouvaient briser le cycle de l'oppression mentale. Chapitre 2. Les figures du panafricanisme. Le panafricanisme s'est forgé grâce aux efforts inlassables de leaders et de penseurs qui ont tout sacrifié pour voir cette idée devenir une réalité. L'une des figures les plus marquantes était effectivement W.E.B. Du Bois dont on vient de parler. Il est né en 1868, décédé en 1963 à l'âge de 95 ans. C'est un sociologue, historien et militant panafricaniste américain qui a créé une véritable impulsion aux États-Unis puisqu'il a consacré sa vie à la lutte pour les droits civiques et l'émancipation des afro-descendants. Il a inspiré des générations par sa défense de l'unité et de la dignité africaine. Dès ses premières années, Du Bois a compris l'importance de l'éducation et de la fierté raciale comme outil de libération. À travers ses écrits et ses discours, il a constamment appelé les Noirs à s'unir et à s'éduquer pour résister à l'oppression. Son influence était si grande qu'il fut à l'initiative de la première conférence panafricaine à Londres en 1900, où des délégués de partout dans le monde se sont réunis pour la première fois pour parler d'une Afrique unie. Autre figure du panafricanisme, Marcus Garvey, né en 1887 et décédé en 1940 à l'âge de 53 ans. Un orateur et activiste jamaïcain qui a lancé le mouvement Back to Africa, le retour à l'Afrique. Pour Garvey, la libération des Noirs ne pouvait se réaliser que si les descendants d'Afrique retrouvaient leurs terres ancestrales et bâtissaient un État noir autonome et prospère. Son charisme et sa vision ont inspiré des millions de personnes et ont jeté les bases du nationalisme noir. Garvey est devenu une icône du panafricanisme et son rêve de renaissance africaine a traversé toutes les générations. Autre figure importante du panafricanisme, Cheikh Anta Diop. Né en 1923 et décédé en 1986 à l'âge de 63 ans, c'est un scientifique sénégalais qui a également contribué à l'édifice panafricaniste par ses recherches académiques. Diop a consacré sa vie à prouver que l'Égypte antique, une des plus grandes civilisations de l'histoire, était en réalité une civilisation africaine. Cette affirmation révolutionnaire pour son temps a changé la perception de l'histoire africaine, permettant aux Africains de se réapproprier leur passé glorieux. Diop a démontré scientifiquement que l'Afrique possédait une histoire et une culture aussi riche que celle des autres continents. Pour illustrer son propos, ses travaux, je vous propose d'écouter une conférence qu'il a effectuée à Niamey, au Niger, en 1984, dans laquelle il explique clairement les origines de sa découverte, où ça l'a amené, où il voulait en venir et la manière dont elle était perçue par les autres au XXe siècle. Écoutons. Je savais aussi que la seule chose qui était importante, c'était de dégager cette vérité, parce que c'est ce qui permettrait de réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire pour rendre possible la recherche dans le domaine des sciences humaines. Méfiez-vous. Et je vous dis, moi, que tant que vous n'aurez pas compris ce que j'ai dit cet après-midi, ce soir, et tant que vous n'aurez pas réévalué ces arguments pour réconcilier cette Afrique avec l'histoire, les recherches que vous faites en sciences humaines sont presque inutiles. Parce que je vous défie de bâtir un corps de sciences humaines, vous ne le pourrez pas. Même dans les domaines les plus futuristes, vous ne le pourrez pas. Les aspects qui s'orientent le plus vers l'avenir dans la civilisation occidentale plongent leurs racines dans l'antiquité gréco-latine. Mon attitude n'est pas une attitude passéiste de quelqu'un qui se délecte du passé. Toute mon activité est tendue vers l'avenir. Et ce passé, je le déplais tout simplement pour rendre possible l'édification d'un corps de sciences humaines.
Lorsque pour la première fois je me suis intéressé à l'histoire de l'Afrique, je ne cherchais nullement à aboutir à une civilisation grandiose. Il y a souvent un procès d'intention qui passe à côté des sentiments réels. Vous ne trouverez jamais, on fausse même la psychologie humaine, vous ne trouverez jamais un peuple qui admire l'histoire d'un autre peuple. Prenez la Serbie, prenez n'importe quel peuple de l'Europe centrale. Ce que le peuple de l'Europe centrale voudrait, c'est de refaire le chemin humble que ses ancêtres ont suivi, de retrouver le lien conducteur, le fil ténu, qui le lie à ses ancêtres les plus lointains, quel que soit le caractère humble de l'expérience que ces peuples ont vécu, que ces ancêtres ont vécu, de pouvoir retrouver la somme de ses réussites, de ses succès et de ses échecs, parce que il est fait de tout cela. De la même façon, ce qui m'intéressait, c'était de remonter l'Afrique. Des Noirs capables, des hommes capables, aussi capables que les autres. C'était la seule chose que l'on pouvait supposer a priori. Et ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. Et quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné. Ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte pour ce que je cherchais. C'est le fil conducteur, c'est la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait. C'est cette conscience historique qui est le ciment qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien. C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer, restaurer. Et je ne peux pas non plus, en aboutissant à l'Égypte, falsifier l'histoire par complaisance pour être dans le vraisemblable du moment. C'était tout. Propos édifiants. Propos édifiants de Cheikh Anta Diop, qui a mené cette conférence magistrale et qui nous explique par ses propres mots, par sa propre bouche, quelle était l'origine de ses travaux. Il faut saluer l'œuvre de l'homme. Chapitre 3. La transformation culturelle, musique, art et littérature. Le panafricanisme n'a pas simplement été un mouvement politique. Il a inspiré une véritable révolution culturelle qui résonne encore de nos jours. La musique a toujours été une forme de résistance et de communication pour l'ensemble des peuples africains et leurs descendants. Bob Marley, avec ses chansons de reggae, a non seulement célébré la culture africaine, mais a également propagé des messages de solidarité et de paix. Le reggae est devenu l'hymne des opprimés, des exclus, et a transporté le panafricanisme au-delà des frontières africaines. Autre figure artistique du panafricanisme, Myriam Makeba, surnommée Mama Africa. Elle a été une militante majeure, elle parlait 5 langues, elle parlait le Xhosa, l'anglais, le français, le portugais, également le zoulou. Elle a utilisé sa voix pour faire entendre les souffrances de l'Afrique sous le joug de l'apartheid en Afrique du Sud. Par sa musique, elle a dénoncé l'injustice et a célébré la beauté de la culture africaine. En se produisant sur l'une des plus grandes scènes mondiales, Makeba a permis au monde de voir l'Afrique avec d'autres yeux et a inspiré de nombreux artistes à s'engager pour la justice sociale et l'unité. L'influence du panafricanisme s'est aussi manifestée dans le domaine de la littérature. En effet, des écrivains comme Chinua Achebe, né en 1930 et décédé en 2013, était un écrivain nigérian, souvent considéré comme le père de la littérature africaine moderne. Autre écrivain, Ngugi wa Thiong'o, né en 1938, encore en vie, est un écrivain et dramaturge kényan, connu pour ses critiques acerbes du colonialisme et des régimes post-coloniaux africains. Aimé Césaire, qu'on ne présente plus, a notamment utilisé sa plume pour restaurer une fierté africaine et questionner les nombreux impacts du colonialisme sur l'Afrique. En rendant hommage aux cultures africaines et en exposant les souffrances vécues par les peuples noirs, l'ensemble de ces auteurs ont contribué à forger une identité collective au sein de toute la diaspora. Chapitre 4. Le panafricanisme politique moderne. Il a pris une dimension politique marquée à partir du XXe siècle. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, les colonies africaines ont commencé à se mobiliser pour l'indépendance. Kwame Nkrumah, en particulier, a été un pionnier de cette lutte.
Devenu le premier président du Ghana en 1957, il voyait l'indépendance de son pays comme une étape vers une libération totale de toute l'Afrique. Pour Nkrumah, l'indépendance ne suffisait pas. Si l'Afrique restait divisée, il appelait sans relâche à une union politique et économique de tout le continent. Croyant que seule une Afrique unie pourrait se défendre contre les forces impérialistes et exploiter ses ressources pour le bien de ses propres peuples, il fut l'un des principaux leaders de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Créée en 1963 pour renforcer la coopération entre les peuples africains indépendants, Nkrumah voyait également la nécessité de créer des institutions panafricaines, une monnaie commune, une banque centrale africaine et des structures commerciales continentales. Au Congrès panafricain de Manchester en 1945, des figures politiques africaines et caraïbéennes se sont réunies pour exiger la fin de la colonisation et des lois oppressives. Ce congrès fut le premier où l'idée de résistance active fut exprimée, où les leaders africains n'ont pas hésité à affirmer qu'ils combattraient pour la liberté si les puissances coloniales persistaient à les dominer. L'impact de ce congrès se fit sentir sur tout le continent et inspira une nouvelle génération de militants prêts à se battre pour la souveraineté africaine. C'est important de le noter, si dès les années 60, il y a effectivement eu une vague d'indépendance, c'est aussi parce que les Africains se sont soulevés pour parler d'une seule voix, pour pouvoir obtenir eux-mêmes leur propre libération. Notons tout de même que l'ensemble des obstacles étaient nombreux. Après l'indépendance, de nombreux pays africains ont dû composer avec des héritages coloniaux qui ont fragmenté l'unité continentale. Nkrumah lui-même a été victime d'un coup d'État soutenu par des puissances extérieures, soulignant la difficulté d'imposer une Afrique unie face aux intérêts étrangers. Malgré ces défis, le rêve d'une unité africaine reste un projet en devenir. Une source d'inspiration pour ceux qui croient en une Afrique forte et autonome. En 1956, au cœur de la Sorbonne, dans le 5e arrondissement de Paris, Alioune Diop, le fondateur de la maison d'édition Présence africaine, forme le Congrès des écrivains et artistes noirs. Il a rassemblé des figures emblématiques, telles qu'Aimé Césaire, dont on vient de parler, Léopold Sédar Senghor, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop, Richard Wright, Job Laming, Jacques Rabé Mananjara, Jean-Brice Mars, Édouard Glissant, Paulette Nardal, Léon Gontran Damas. Tous unis par leur engagement pour la reconnaissance et la valorisation des cultures noires face aux défis de la colonisation et de la négritude. Oui, il y a eu également en France, à Paris, l'un des plus grands rassemblements des plus grands artistes, écrivains de leur temps. Chapitre 5. La Renaissance panafricaine et l'appel aux jeunes générations. Actuellement, le panafricanisme connaît une résurgence, une renaissance portée par les jeunes générations d'Afrique et de la diaspora. Cet élan contemporain se veut une réponse aux nouveaux défis de l'Afrique. Le néocolonialisme, les injustices économiques et les problèmes environnementaux, inspirés par les figures historiques du panafricanisme, les jeunes militants et intellectuels africains appellent à une réappropriation de leur destinée et un développement économique durable. Thomas Sankara, le révolutionnaire burkinabé, incarne cet idéal. En tant que président du Burkina Faso, ex-Haute-Volta, Sankara a défendu une politique d'autosuffisance et d'indépendance économique pour son pays. Connu pour son charisme et son discours direct, il critiquait ouvertement l'impérialisme et refusait l'aide étrangère, soulignant que seul le peuple africain pouvait véritablement transformer l'Afrique. Sankara fut aussi un pionnier de la lutte écologique, encourageant des projets de reboisement et des préservations de ressources naturelles. De nos jours, les initiatives écologiques, telles que la Grande Muraille Verte, symbolisent cette nouvelle vague panafricaine. Ce projet ambitieux vise à lutter contre la désertification et à restaurer les terres du Sahel, unissant plusieurs nations africaines dans une démarche commune de préservation et d'autonomie. Pour les jeunes, le panafricanisme est donc un moyen de s'attaquer à des enjeux modernes, de redéfinir les identités
africaine et de bâtir un futur durable. Ce dernier chapitre est une invitation à lire Africa Unite, bien sûr, mais également un pas vers la compréhension de cette mission et vers l'engagement personnel. Il ne s'agit pas simplement de renouer avec le passé, mais aussi de tracer un avenir commun, de développer un sentiment de solidarité continentale et de se dresser contre toute forme d'oppression. Les défis d'aujourd'hui rappellent que l'esprit panafricaniste demeure vivant et que l'Afrique a encore beaucoup à offrir au monde. Pour conclure, le panafricanisme est une forme transformatrice qui traverse le temps et inspire encore des millions de personnes à travers le monde. Son histoire, riche et complexe, continue de nourrir la lutte pour l'égalité, l'autonomie et la dignité. À travers les épreuves, l'Afrique et sa diaspora se redécouvrent et réinventent sans cesse, rappelant que chaque pas vers l'unité est un pas vers la liberté. Je terminerai ce podcast avec un appel. Unissons nos voix, nourrissons notre connaissance et poursuivons cet héritage qui est le nôtre. Ousmane Sembène, le cinéaste sénégalais, a dit « Si les Africains ne racontent pas l'Afrique, elle disparaîtra. » Et il a raison. Cet héritage nous rappelle que l'Afrique n'est pas simplement un lieu ou une histoire ancienne, mais un futur que nous construisons ensemble. Que ce soit par la lecture de Africa Unite ou en prenant part à des initiatives locales, chacun d'entre nous peut contribuer à cette grande œuvre. À travers Djelia, notre histoire et notre héritage, j'entends agir pour faire partie de ceux qui souhaitent revitaliser notre patrimoine commun. Djelia.